Voilà. Donc j'avais repris les éléments un peu spécifiques de la mise en œuvre de la pensée de Jean-Luc Nancy. Si vous vous souvenez, je m'appuie sur un ouvrage qui s'appelle Au fond des images, donc qui est un livre à travers lequel Jean-Luc Nancy se concentre vraiment au sens qu'il donne au mot image, et dans le premier chapitre, ce terme image est associé à la notion de distinction. Donc, Jean-Luc Nancy, en tant que philosophe, vous le savez depuis quelques semaines, est très intéressé par les propos de l'art, donc se laisse traverser par la question de l'art. Et dans l'approche artistique, c'est l'image qui est un élément essentiel sur lequel porte son intérêt. Donc, c'est bien toujours à la chose en image qu'il s'intéresse. Donc, vous avez la chose qui peut exister dans le monde concret, extérieur, familier, habituel, et la chose qui est proposée en image. Comme il le disait, la chose est une chose qui n'est pas la chose. Et il avait fait le choix d'évoquer que l'image était toujours sacrée. Donc, à travers le terme de sacré, il disait c'était équivalent à l'écart, à l'éloignement. Donc, l'image, c'est ce qui est mis à l'écart. C'est ce qui s'éloigne d'eux. Dans ce sens, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, c'est-à-dire c'est pas palpable, on ne peut pas avoir une relation tactile de l'ordre de ces sens-là. L'image nous met en relation par la vue, et justement, puisqu'on pose regard sur l'image, il y a une distance entre nous, notre œil, et l'image, donc il y a un écart. Donc finalement, on va toucher l'image indirectement par le sens de la vue. Donc comme l'image est distanciée, comme l'image est éloignée, Jean-Luc Nancy associe et nomme l'image le distinct, ce qui se distingue d'eux. Donc il dit, si l'image se distingue d'eux, l'image doit apparaître, doit se manifester avec des traits distinctifs. Donc elle se donne par des traits distinctifs. Et il fait le choix de l'épisode, de la scène, du Noli Me Tangere, que beaucoup d'artistes ont représenté à travers différentes époques, pour justement essayer de saisir, essayer de nous faire partager, de nous faire comprendre cette notion de distinction qui appartient à l'image. Donc cette notion de séparation, de mise à l'écart. Elle a un pouvoir, ce pouvoir particulier d'être dans une relation, mais éloignée au monde dans lequel nous vivons. Donc, si vous voulez, l'histoire veut que le Noli Me Tangere, le sujet, le thème, manifeste ce qui est de l'ordre justement de la marque, ce qui est de l'ordre du trait distinctif, qui sont en fait les stigmates. Et les stigmates qui apparaissaient dans le jardin, je vais vous remontrer tout de suite, les stigmates du Christ, ce sont les marques qui le distinguent. Donc ce sont les plaies, donc les traces des clous que le Christ a au niveau des mains, au niveau des pieds, et la plaie sur le côté, donc relatif à la lance, coup de lance qu'il reçoit. Donc, les stigmates qui permettent d'identifier le Christ ayant vécu l'agonie, ayant été crucifié et étant ressuscité, les stigmates, fondamentalement, signifient une marque, une piqûre, une distinction, donc sont relatifs aux traits distinctifs. C'est ce qui permet de distinguer quelque chose. Donc en l'occurrence, le Christ se distingue à travers ces différents stigmates. Et dans le cadre, voilà, je vous remets, dans le cadre de la signification même du sens stigmate en français, donc il y a plusieurs explications données à ce mot. Une des premières qui apparaît, c'est blessure ou plaie du Christ. Donc, marque miraculeuse disposée sur le corps comme les 5 blessures du Christ.
Alors, quand vous regardez la petite image, si vous vous souvenez, vous voyez à côté de son pied comme un dispositif formé de 5 feuilles. Et sur chacune des feuilles, vous avez un point rouge, donc de l'utilisation de couleur rouge appliquée sur les feuilles. Et donc, ces 5 points rouges sont la transposition des 5 stigmates, des 5 plaies, des 5 blessures. Donc, on dit que le Christ répand, sème ces stigmates, ces blessures dans le jardin terrestre. Stigmates, marque laissée sur la peau par une plaie de maladie, communément, mais aussi en botanique. Donc, rappelez-vous, le stigmate est l'extrémité d'un carpel formant le pistil d'une fleur, dont la fonction de capturer les grains de pollen. Donc, sur le petit schéma que je reprenais, la partie la plus élevée au niveau des étamines est le stigmate. Ce qui veut dire que dans l'image proposée, dans la peinture proposée, il y a évidemment une superposition des deux sens du mot, donc les végétaux et la plaie du Christ. Donc à plusieurs endroits, si vous arrivez un peu plus précisément à regarder l'image, il y a à côté du pied de Marie-Madeleine qui est habillée de rouge, vous avez aussi 5 fleurs, le cœur donc rougi de 5 fleurs. Entre les deux, vraiment à la hauteur de son pied, vous continuez son pied vers la droite, vous avez aussi 5 petits tracés, donc blancs avec les points rouges. Je suis en train de rallumer parce que je ne voulais pas montrer à ma prof que j'étais pas là, mais je ne l'écoute pas. C'est pas très sympathique, Colette. C'est pas très sympathique. Après, trouver l'endroit de la conférence et il faudrait couper le micro, Colette. Non, mais vas-y, tu le fais déjà. Mais en tous les cas... Colette, il faudrait couper le micro. Merci. Et donc, juste au-dessus du pied à droite, vous avez aussi 3 croix, et qui semblent être l'évocation de la Trinité et l'évocation de la passion et du sacrifice du Christ. Donc, ça veut dire que dans l'image picturale, il y a des signes à vocation symbolique avec donc superposition de sens. Ça, nous en avions parlé la fois passée. Donc, ce qui veut dire que la distinction de l'image, concevoir l'image comme étant particulière avec des traits distinctifs, tient pour Nancy à sa séparation, à sa mise à l'écart, à son retrait de toute présence. Donc, ce pouvoir retenu en elle qui le fascinera tant dans la scène du Noli Me Tangere, le Christ donc apparaissant Marie-Madeleine au matin de Pâques. Cette scène va permettre à Nancy de rendre intense la présence d'une absence en tant qu'absence. Donc ça, on aura l'occasion d'essayer de clarifier, de comprendre ce mot, absence en tant qu'absence, donc en résistant au désir de toucher pour justement toucher. Ça peut paraître paradoxal. Donc par ce retrait, par le recul, par cet absentement, que le Christ est glorieux, il est ressuscité, la vérité mise en jeu dans la présence paradoxale de l'image et dans l'image, le vrai mouvement de se donner n'est pas de livrer une chose empoignée, mais de permettre le toucher d'une présence. Et le toucher d'une présence qui est l'absence. On essaiera de clarifier ces choses-là après. Donc je vous reglisse le détail que je vous montrais, le stigmate que l'on voit dans le jardin terrestre, donc provient, vous vous en souvenez peut-être, de cette peinture à fresque réalisée par Frangelico dans une des cellules du couvent de San Marco à Florence. Je rappelle que Frangelico est un moine dominicain, donc qui a la particularité de ne pas vouloir représenter les éléments, mais qui utilise une référence à un contenu théologique, donc avec une valeur qui est plutôt symbolique que simplement représentative. C'est ainsi que, quand Georges Didier Huberman fait la description de ce jardin, de l'Annonciation, il note bien qu'il n'y a pas, par exemple, de restitution botanique des plantes, elles ne sont pas représentées fidèlement, on a juste une évocation, au contraire, à caractère symbolique. Le jardin est un lieu mystère, est un lieu où on se remémore.
c'est le jardin de la naissance, c'est le jardin en même temps de la mort, de la résurrection, et on est en rapport avec donc, le blanc, la couleur du Christ ressuscité, le rouge, la couleur de Marie-Madeleine, qui est en même temps la pécheresse. Donc, le Christ lui apparaît, mais en même temps se tient à distance et lui demande de ne pas la toucher. Noli, mais tangere. Donc, c'est ces deux personnages proches et en même temps qui vont garder la distance. Alors, vous voyez peut-être le Christ porte une houe ou une bêche sur l'épaule, parce qu'il se présente à Marie-Madeleine comme si il était jardinier. Elle était en relation avec le tombeau, et elle remarque que dans le tombeau, il n'y a plus personne, donc elle ne va pas tout de suite penser au Christ, c'est à la voix de celui-ci qu'elle va reconnaître que c'est lui, qu'il est ressuscité. Donc, Didier Huberman parle de dissemblance dans l'image. Il y a des éléments dissemblants. Donc, il y a une ressemblance, mais une différence au niveau des éléments, puisqu'il y a ceux qui touchent le domaine terrestre, le domaine humain, qui touchent le domaine céleste, le domaine divin, et qui doit donc trouver forme, mais la forme n'est pas du même ordre, donc il y a une dissemblance, il y a une séparation entre les différents domaines. Alors, Jean-Luc Nancy va s'intéresser très fort à cet épisode, parce que tout s'organise, tout prend sens autour de la vision de Marie-Madeleine. Comme je vous disais, Marie-Madeleine n'identifie pas tout de suite Jésus, elle ne le reconnaît pas, et c'est à sa voix qu'elle pensera à lui et qu'elle pourra donc imaginer sa résurrection. Donc Nancy dit que cette image du Noli me tangere, est bien une parabole du voir, qui est aussi celle de l'entendement. La parabole, donc, c'est une figure, c'est la réalisation, si vous voulez, d'une image, mais qui va véhiculer un récit, qui va véhiculer un enseignement, qui va exprimer quelque chose, qui va donner à comprendre, qui va donner à saisir. Donc, ça concerne le voir, mais ça dépasse le voir pour transmettre une forme particulière de connaissance et de compréhension. Donc, voir ce qui n'est pas à voir ce qui se donne à voir seulement au regard capable, c'est-à-dire aux yeux qui ont déjà su voir dans la nuit de l'invisible. Donc, celui qui peut voir, celui qui peut saisir l'image, est quelqu'un qui apprend, qui sait comment aller à la rencontre de l'image et qui peut donc décrypter, percevoir cette part d'invisibilité aussi. Toute la relation du visible et de l'invisible dans l'image. Marie-Madeleine sera donc ce personnage singulier, la seule à avoir vu, senti, touché l'absence, gardée présente dans la nuit du tombeau. Donc ça, c'est en relation avec le contenu de l'image, et ce contenu de l'image est utilisé par Nancy. Cette manière dont Fra Angelico met en œuvre le sujet est utilisée par Nancy pour essayer de nous faire découvrir en tant que parabole une autre manière d'appréhender ce qui est mis en œuvre par l'artiste. Si vous voulez, il y a un contenu théologique et il y a un contenu artistique à l'image, et une question sur la manière d'appréhender ce qui est séparé d'eux, ce qui est écarté d'eux. Donc voilà, en remettant l'image sous les yeux, donc tout se noue, tout s'articule autour de la vision de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine gardait le tombeau du Christ, et à un moment donné, la pierre est renversée, et la figure du Christ n'est plus à l'intérieur. Donc il y a un vide, il y a une absence. Marie-Madeleine va comprendre, va à un moment donné se retrouver devant la présence de l'absence. Donc, le rapport divin ressuscité, glorieux du Christ, la croyance, la foi de Marie-Madeleine d'un point de vue donc théologique, et l'usage de cette image en tant que parabole pour nous amener à une approche artistique, la question même du sens de l'image.
Ce que Jean-Luc Nancy relève aussi, il dit que la position donc, du Christ légèrement écartée, la main juste au-dessus de celle de Marie-Madeleine, c'est donc le fait de ne pas toucher. Le Christ est intouchable, ou le Christ est déjà dans une forme qui l'amène ailleurs. Mais on dit aussi que le verbe toucher peut avoir comme sens retenir, arrêter. Donc le Christ ne veut pas être retenu. Il ne faut pas le toucher, mais il ne faut pas vouloir le retenir parce qu'il part, parce qu'il va rejoindre le Père, parce qu'en même temps, il est déjà ailleurs. Donc, ne cherchons pas à nous accrocher ou à retenir ce qui est lié à la vie terrestre. Accédons plutôt à cette autre dimension. Donc, dans cette scène, dit Jean-Luc Nancy, le Christ parle, il s'adresse à Marie-Madeleine et lui dit qu'il s'en va. Ça veut dire qu'il parle pour dire à Marie-Madeleine qu'il n'est pas là où on le croit. Il est déjà ailleurs. Mais en même temps, il est présent. Mais présent, il est en chemin vers un autre endroit. Donc l'image va nous mettre devant une part de visible et une part d'invisible. Des éléments sont là devant nous et portent une signification qui est au-delà de ce que l'on voit. Voilà, Noli me tangere, donc cette image proposée ici par Frangelico, forme la scène la plus subtile et la plus retenue. C'est pourquoi les peintres ont su discerner l'intrigue délicate qui se noue entre le visible et l'invisible. Donc le visible étant aussi évoqué par Marie-Madeleine, l'invisible étant évoqué par le Christ, qui bien qu'en étant là, dit qu'il n'est pas là, qu'il s'en va. Donc dans l'image, des signes doivent pouvoir être lus comme signifiant l'absence, ou justement signifiant l'invisible. Chacune des deux personnes, chacune des deux personnes, appelant l'autre et repoussant l'autre, chacun des deux touchant à l'autre et l'écartant en même temps. Donc, si c'est ce sujet-là des évangiles qu'utilise Nancy, c'est aussi parce que pour lui, la portée de Noli me tangere se noue d'abord entre deux corps, le corps divin de Jésus et le corps de chair de Marie-Madeleine. Donc en cette scène étrange, où un corps glorifié, donc celui du Christ ressuscité, se présente à Marie-Madeleine, mais en même temps se refuse, un corps sensible. Chacun des deux exposant la vérité de l'autre. Donc l'un est en présence de l'autre pour justement manifester la distinction de l'un et de l'autre. Ils demeurent inconciliables, ils se repoussent l'un l'autre, et pourtant ils sont dans une certaine proximité. Donc cette sorte d'intrigue, on pourrait lire comme arrière, recule, donc ne me touche pas, retiens-toi, retire-toi. Ce couple d'amants que plusieurs commentateurs auront qualifié de mystique, ces amants jouissent l'un de l'autre en se séparant. Mais, d'un autre point de vue, cette scène, cette intrigue est aussi un couple de concepts. La vision et le toucher. La croyance et la foi, dit-il. Le visible et l'invisible. Donc, couple de concepts entre lesquels il se passe quelque chose. Justement, chacun des concepts vient appeler l'autre concept, le repousse. Chacun touche à l'autre. Comme les deux personnes étant dans une étreinte qui demeure hors d'atteinte. Donc ça me semble ici très clairement évoqué. Jean-Luc Nancy se sert d'un sujet biblique que Frangelico traite avec une fidélité au contenu théologique. Donc ce n'est pas en soi le contenu théologique qui intéresse Nancy ici, c'est qu'il va utiliser cette image comme étant parabole, comme étant
une figuration qui permet d'enseigner une manière de comprendre, une manière de saisir ce qu'est l'image. Donc, il se sert de ce récit, de ce type de peinture, pour mieux nous faire comprendre ce que constitue l'image en tant que distinction, en tant qu'écart, c'est-à-dire l'image nous présente une autre dimension de la réalité. Il faut la saisir dans ce qui la distingue, dans ce qui la met à part, dans ce qui permet en même temps de la sentir proche du réel, mais différente du réel. L'image peut s'appréhender, elle peut se toucher par le regard, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne la donne pas comme étant exactement la réalité. Il y a quelque chose qui la diffère, qui la distingue. J'espère que c'est un peu plus clair. Donc, Jean-Luc Nancy raconte un peu la scène, pour ceux qui la connaîtraient moins bien. Donc, elle est organisée autour de la vision de Marie-Madeleine. Elle a d'abord vu que la pierre du tombeau avait été enlevée, et toute la scène se déroule à partir de là, dans un rapport au tombeau vide. Le tombeau ne contient plus le corps du Christ, il est vide. Donc c'est un rapport au vide, en même temps au désir d'aller voir et à la crainte d'aller voir. Donc Marie verra Jésus, celui-ci se laissera voir par elle parce qu'elle aura su voir dans le tombeau. Donc on reprend cette phrase, voir ce qui n'est pas à voir ce qui se donne à voir seulement au regard capable, aux yeux qui ont déjà su voir dans la nuit de l'invisible. Tel est l'enjeu dont Noli Tangere porte le motif central. Tu vois, mais cette vue n'est pas, ne peut pas être un toucher. Si le toucher lui-même devait figurer l'immédiateté d'une présence. Tu vois ce qui n'est pas présent. Tu touches l'intouchable, qui se tient hors d'atteinte de tes mains, tout comme celui que tu vois devant toi quitte déjà ce lieu de la rencontre. Donc, l'image nous permettrait de rejoindre, mais une manifestation qui elle-même est déjà l'éloignement, est un autre état particulier de la réalité. L'image va nous amener à découvrir, à travers les signes qui la constituent, la figure qu'elle propose, un espace de compréhension, un espace pour saisir autre chose. Donc, ces éléments sur l'image, les figures, vont nous permettre de réfléchir. Mais en même temps, sont un espace de réflexion, comme un miroir, dans ce jeu du décalage avec la réalité. Nancy encore, si les peintres se sont attachés à cet épisode, c'est que donc cet épisode met en scène un exercice particulièrement délicat et complexe de la vision. Tout a lieu devant le tombeau vide, dans un retournement du regard depuis le tombeau, et d'autre part, la vision offerte est une vision complexe, indécise. Elle est suppliée par la parole, elle est tenue à distance, ne pouvant voir que le temps de savoir qu'il faut laisser partir cette vision. Jean-Luc Nancy va s'essayer à déchiffrer dans cette scène la phrase assez énigmatique « ne me touche pas », donc qui est de l'ordre d'un interdit. Il dit une interdiction de contact, un recul, ne me touche pas. Et quand on dit « ne me touche pas », c'est véritablement une phrase qui touche. Si dans la vie de tous les jours, on nous donne cet impératif, on nous donne cet interdit, ne touche pas ou ne me touche pas, ça nous touche.
le fait qu'on nous interdise. Donc cet interdit est une phrase qui touche, qui ne peut pas ne pas toucher, même isolée de tout contexte, dit Nancy. Elle énonce quelque chose du toucher en général, ou elle touche au point sensible du toucher, qui est précisément le point où le toucher ne touche pas. Elle ne doit pas toucher pour exercer sa touche. Donc la formulation ne touche pas. C'est en interdisant de toucher qu'on est touché intensément. Donc elle touche au point sensible où le toucher ne touche pas. On ne peut pas toucher, mais on est touché par l'expression. Le distinct se tient à l'écart du monde des choses, en tant que monde de la disponibilité. Donc, cette distanciation, le fait que l'image se distingue du monde de la disponibilité, elle se tient à l'écart du monde des choses. L'image se tient à l'écart du monde des choses. L'image est distincte du monde des choses. Alors, dans ce monde des choses, les choses sont disponibles pour un usage, pour une manifestation. Mais à l'inverse, ce qui est détaché, distingué, éloigné, donc ce qui se retire de ce monde, n'est d'aucun usage ou d'un autre usage. C'est le cas de l'image. Et ne se présente donc pas dans la manifestation. Dans l'image, il y a une force, il y a une densité, une intensité. Et donc ce n'est pas traduisible dans une forme. Jean-Luc Nancy de dire « Il s'agit de saisir en quoi l'image n'est pas une forme. » Car c'est ce qui ne se montre pas, mais qui se rassemble en soi, la force, en deçà ou au-delà des formes, comme étant l'autre des formes. Ce qui caractérise l'image, ce en quoi elle est distinguée, elle n'est pas du même ordre, du même usage que les choses du monde, c'est cette part intime, c'est sa passion, c'est ce qui est distinct de toute représentation. Donc l'image n'est jamais une représentation de quelque chose. L'image est la manifestation d'une force, d'une intensité, d'un intime, mais l'image n'est pas représentation d'un élément du monde des choses. Donc, quelque part, Nancy vient ici modifier l'approche, je dirais, habituelle que l'on a du terme de la mimésis. Je pense que la majorité d'entre vous connaissez ce terme, comme on peut en histoire de l'art, un terme d'origine donc grecque, mimésis, qu'on traduit simplement par imitation ou représentation. Au sens fort du terme pour Nancy, l'image n'est pas une représentation du réel. L'image est autre chose. Elle est distinguée de cette représentation parce qu'elle contient justement une force, une intensité, une intimité. Donc Nancy dit qu'il s'agit de saisir la passion de l'image, la puissance de son stigmate, donc de sa distinction, bien celle de sa distraction. Il y a encore la distinction du distinct et donc son écartement. L'image n'est pas la chose, l'image n'est pas le réel, ne se manifeste pas par une représentation. Donc ce qui établit cette différence, c'est l'écartement. C'est donc la tension liée à la tenue d'un écart. L'image va se reconnaître à travers les traits distinctifs qui sont cet écartement, cette mise à distance, en même temps que l'image va franchir cette mise à distance. C'est ce qui fait sa marque. C'est ce qui permet d'identifier quelle est une image. Donc elle instaure le retrait et en même temps, elle franchit ce passage. Nancy de dire
l'image s'offre à moi, mais elle s'offre comme une image. Donc elle s'offre dans sa distinction, elle s'offre en nous demandant de reconnaître ses traits distinctifs, en se montrant comme n'étant pas une représentation, en nous demandant d'essayer de rejoindre cette intimité, cette force, cette intensité, et le fait qu'elle soit une relation entre le visible et l'invisible, par exemple. C'est ainsi, donc, dans l'image qu'une intimité s'expose à moi, donc se place à l'extérieur. Cette intimité se manifeste, s'expose à moi, exposée, mais pour ce qu'elle est, avec sa force resserrée, non relâchée, réservée, non répandue. Il y a quelque chose qui est décelé dans ce qui est contenu ou retenu. Ce qui est contenu, retenu, évidemment, fait cette densification, cette concentration caractéristique de l'image. L'image se donne dans une ouverture, elle s'expose, elle se met en avant, elle s'offre, qui forme indissociablement sa présence et son écart. Il faut juste reprendre et reprendre encore les termes, essayer de se les approprier pour en saisir toute la portée, et de cette manière-là, vraiment mesurer, je dirais, toute la, comment je dirais ça, la particularité de l'image et ce temps lent. On a besoin de beaucoup de temps pour aller à la rencontre de l'image puisqu'elle est constituée d'une série de signes. Donc, comment arriver à lire l'image et puis comment arriver à écrire ce que l'on voit qui, au-delà d'une description, nous amène à mesurer cette intimité partagée, cette densité, cette expression justement de l'écart, de l'éloignement, qui fait que l'image n'est pas imitation, qui fait que l'image n'est pas représentation. Donc le propos de Jean-Luc Nancy est après, à travers certaines œuvres, d'arriver à dire cette distinction qu'est l'image, de traduire par les mots justement cette relation à cette caractéristique donc de l'éloignement, de l'écart, de ce choix de signes particuliers élaborés par l'artiste pour nous permettre de rejoindre cette intimité, donc de la découvrir, de la rejoindre, tout en sachant quelque chose fondamentalement qui va nous échapper. L'image se donne dans une ouverture qui forme indissociablement sa présence et son écart. Donc le distinct, cette marque particulière, c'est très distinctif, le distinct transporte donc auprès de nous ce qui reste à distance. Le fait de reconnaître ces traits particuliers la distinguant, le fait de s'en approcher, c'est en même temps donc tenter de la toucher par le regard, c'est s'approcher d'elle, mais en s'approchant d'elle, on ne peut que constater la distance. Donc le distinct transporte auprès de nous, manifeste auprès de nous, fait partager cette intimité, mais de ce qui reste fondamentalement à distance. Juste à la distance du toucher, c'est-à-dire à fleur de peau. Le distinct s'approche à travers la distance, mais ce qui la porte au plus près, c'est la distance. La fleur, c'est la partie la plus fine, la surface, ce qui reste devant et qu'on effleure seulement. Toute image est à fleur ou est une fleur. Alors voilà tout un jeu qui pourrait paraître poétique, mais qui en même temps décrit très très bien ce rapprochement dans le respect de la dissemblance, de la différence, de l'éloignement. On effleure, on approche comme à fleur d'œuf, de manière épidermique. Et on ne peut qu'effleurer parce qu'on est obligé de respecter l'écart, la distanciation. Et Jean-Luc Nancy dit, c'est de manière exemplaire ce que font les portraits. Ce qui touche dans une image
C'est donc quelque chose d'une intimité, de cette retenue, de cette densité qui se porte à la surface, donc qui s'expose, qui se manifeste, qui se porte à la surface. Le portrait traduit cela, mais en même temps, dit-il, toute image relève du portrait, pas parce qu'elle reproduirait les traits d'une personne, tout de suite analyser l'image qu'on a devant les yeux, mais parce que comme le portrait le fait, l'image a cette faculté d'extraire quelque chose, une intimité, une force, de la porter à l'avant de l'image, donc de me permettre d'être touchée par cette intimité, de rejoindre cette intimité tout en sachant qu'elle est distanciée de moi. Donc, pour extraire quelque chose, l'intimité, il faut soustraire à l'homogénéité. Il faut en fait distinguer, détacher cette force, la mettre en avant. Et c'est ça qui est la marque, c'est ça qui est le stigma, c'est ça qui est le trait distinctif. Donc, par un tracé, par le choix particulier d'une ligne, par un cadrage particulier, va se manifester cette distinction qui porte à l'avant de l'image ce qui est de l'ordre de la force et de l'intimité que je peux rejoindre, que je peux partager. Tirer, extraire, détacher, l'image qui se jette comme ça à la surface, ce sont des éléments que fait la peinture et qui viennent directement nous toucher, mais nous toucher à travers la distanciation du regard, de ce qui est bien de l'ordre de l'écart. En prenant Jean-Luc Nancy, en parlant justement que les portraits sont véritablement exemplaires par rapport à cette juste distance du toucher, de ce qui est comme à fleur de peau. Donc, on peut voir ici, dans un tableau de 1596, un petit tableau, une petite huile, sur panneau donc, de cuivre, 25 sur 20, d'un artiste allemand maniériste. Donc tout à fait le maniérisme similaire à Pontormo, que nous avions évoqué avec la visitation, si vous vous souvenez. Ici Hans von Acken, qui représente le sujet d'un portrait, donc un jeune couple, le peintre, que vous voyez, et sa jeune femme. Alors le tableau se centre fort sur les personnes, on n'a pas beaucoup d'indications du contexte dans lequel il se trouve. Peut-être arrivez-vous à percevoir derrière la tête de la jeune femme, il y a une sorte de cadre, comme si on avait une porte avec une surface plus claire, et qui est vraiment cerné par une sorte de châssis, comme un chambranle, si vous voulez, de porte. Et je me demande, mais c'est pas très visible pour moi, juste à la hauteur de la tête du peintre, il me semble voir un oiseau accroché sur une barre, dans une cage. Ça, ce seraient les éléments qui constituent le fond de l'image, le fond du tableau. Vous avez le couple, et puis vous voyez qu'il y a un élément particulier, c'est que le peintre tient à la main un miroir, et que dans ce miroir vient se réfléchir la jeune femme. Donc il tend le miroir à sa jeune épouse qui elle-même se réfléchit dans le miroir. Donc c'est une attitude un peu particulière. Et Jean-Luc Nancy raconte ceci, donc c'est très récurrent dans les tableaux portraits. Pensez aussi peut-être au tableau des Ménines de Velázquez, un peu plus tard, en 1650, où on a aussi des personnages, on joue sur les portraits. Il y a tout un arrière-fond, notamment avec des tableaux accrochés au mur et une porte entrouverte,
et que l'ensemble des éléments, y compris le miroir, fonctionnent avec un encadrement, comme s'ils étaient des tableaux à l'intérieur des tableaux, avec tout un jeu de miroirs, entre guillemets, de face à face, de reflets, dans la diversité aussi des regards des différentes personnes qui constituent ce regroupement, donc ce portrait de famille dans le bureau, dans l'appartement du roi. Donc c'est un principe qu'on connaît bien. Ici, on est un peu plus tôt, en 1596. Et Jean-Luc Nancy nous dit l'image, puisque c'est toute la question de l'approche de l'image, je vous l'ai mis, qui est assimilée au miroir, elle est à l'avant. Il dit l'image est détachée, découpée du fond. Et en regardant le tableau dans sa totalité, j'ai vraiment l'impression que littéralement, même si on vient mesurer la hauteur du miroir formant l'image dans l'image, ça viendrait exactement s'inscrire donc dans la surface, au fond, derrière la tête de la jeune femme. Là, vous avez un dispositif aussi d'un cadre avec une surface claire, dans lequel évidemment il n'y a rien de réfléchi. C'est comme si cet élément du fond avait été déplacé et se retrouvait devant, formant donc l'image. Ce que Jean-Luc Nancy exprime par le décollement, l'enlève et la porte en avant. Donc le tableau se dédouble en un miroir qui nous est tendu en avant, l'image est tendue à l'avant, alors que c'est comme si le fond avait été déplacé à l'avant. Donc le décollement en fait un devant, une face, là où le fond restait sans face, sans surface, étant donc derrière les personnages. Et comme si cette forme de cet encadrement, ce chambranle de porte déplacé à l'avant, il est découpé, il y a des bords, l'image s'encadre. Donc l'image devient un tableau dans le tableau. L'image est portée à l'avant, peut être partagée. Jean-Luc Nancy de dire « L'image n'est ni la chose, ni l'imitation de la chose. Elle en est la ressemblance. » Donc on peut le comprendre. Dans l'image portée à l'avant, qui est effectivement le miroir, qui s'inscrit dans le sens fondamental de la peinture, depuis le début de la Renaissance, on imaginait que la peinture était le reflet du monde, était le miroir du monde. En même temps, l'image en tant que miroir n'est pas la chose. Elle n'est pas l'imitation de la chose. Elle n'est pas la représentation de la chose. Elle en est la ressemblance. Mais elle en est la ressemblance avec de la dissemblance. Elle n'est pas la chose même. L'image, donc, n'est pas la chose en soi. L'image n'est pas la jeune femme en elle-même. Il dit c'est la mêmeté. Voilà un terme que Nancy crée peut-être. Donc l'image est la ressemblance, mais cette ressemblance en même temps n'est pas la chose, donc il y a une dissemblance dans la ressemblance. Elle est la mêmeté de la chose présente comme telle. Donc dans la ressemblance, la chose est détachée. Elle n'est pas la chose. Donc si vous voulez, l'image constituée par le miroir se manifeste par l'écart, par la distinction. On est proche, on est ressemblant, mais on n'est pas la chose. Donc c'est une mêmeté, mais qui en même temps n'est pas l'élément lui-même. L'image fonctionne comme un tableau dans le tableau, avec son décollement, avec son encadrement, avec ses bords, qui justement la distinguent, qui la montrent comme étant différente de l'élément que pourtant elle évoque. J'espère que ça vous semble compréhensible. Et justement, il prend ce qui généralement vient à l'esprit quand on parle de cette relation
entre les choses, il cite donc la proposition de René Magritte, cette huile avec le tracé d'un objet, d'une pipe, et ce que Magritte ajoute en intégrant le texte, ceci n'est pas une pipe. Et de nouveau, Jean-Luc Nancy de modifier l'approche. Je vous lis ce qu'il note. Avec son célèbre « Ceci n'est pas une pipe », Magritte ne fait qu'énoncer, à première vue, selon une première lecture, dit-il, un paradoxe banal de la représentation en tant qu'imitation. C'est vrai que généralement, tout le monde comprend, on a un tracé, on a une figure de la pipe, et il dit simplement « ceci n'est pas cette chose ». Évidemment, ceci n'est pas cette chose. Alors Jean-Luc Nancy va plus loin. Il dit « la vérité de l'image est juste l'inverse ». Puisqu'il parlait de la mêmeté, la chose, l'image, est de l'ordre de la mêmeté. Elle est ressemblante à, tout en étant dissemblante. Dans le cas ici, Jean-Luc Nancy dit « elle est plutôt comme l'image de la pipe, accompagnée de « ceci est une pipe ». Non pour rejouer le même paradoxe à l'envers, mais pour affirmer qu'une chose ne se présente que pour autant qu'elle se ressemble. Donc l'intérêt aurait été plus important dans la formulation « ceci est une pipe ». Pour affirmer qu'une chose ne se présente que pour autant qu'elle se ressemble. Et qu'elle dit, étant muette, « je suis cette chose ». L'image, pour Nancy, correspond au dire non langagé, donc sans langage, ou le fait de montrer de la chose sa mêmeté, donc sa ressemblance dans la différence. Cette mêmeté n'est pas seulement non dite ou dite autrement, elle est une autre mêmeté que celle du langage. Donc ce que l'image traduit de la mêmeté est différent de ce que le langage formulerait, de ce que le concept transposerait. Et cette mêmeté ne relève pas de l'identification, ne relève pas de la représentation et de la signification, mais simplement, elle est une image en tant qu'image. Donc Jean-Luc Nancy vient nuancer la lecture, le sens premier, habituel que nous avons du tableau. Et il aurait été beaucoup plus important pour Nancy que Magritte note « ceci est une pipe ». Confirmant donc que l'image se réfère à l'objet, mais que l'image ne sait pas être l'objet, mais que l'image dit, dans un langage qui n'est pas formé de mots, qui ne se transpose pas de la même façon, qu'elle est proche de la chose, sans être cette chose, mais en lui étant ressemblante. Donc, dit Nancy, la chose en image, comme la pipe, ou comme le reflet dans le miroir, la chose en image est distincte de son être là, de sa simple présence dans l'homogénéité du monde. Sa distinction est la dissemblance qui habite sa ressemblance. Donc vous avez l'objet pipe, où vous avez la femme, la peinture avec l'indication, ou le reflet dans le miroir devant le visage de cette femme, pose cette distinction. La réalité de la pipe, c'est l'être là, la réalité de la femme est l'être là, étant dans l'homogénéité du monde, et l'image qui en est donnée, la chose en image qui est proposée,
se lie parce qu'il y a une distinction, donc il y a une dissemblance dans la ressemblance. La chose n'est pas imitée, la chose n'est pas représentée de façon à lui correspondre comme telle, ça manifeste une distinction, ça manifeste une dissemblance dans la ressemblance. Ce qui est distinct de l'être là, c'est l'être image. Donc l'être là, dans le monde habituel, dans le monde justement des choses, et l'être image dans la distinction, dans l'écart, dans l'éloignement. Donc nous devons tenter d'aller vers l'être image, d'être touché par celui-ci, de pouvoir recevoir sa force, son intimité, qui s'expose à nous en venant au devant de l'image. Donc cet être image n'est pas ici, mais là-bas, au loin, dans un éloignement, dont l'absence du sujet imagé n'est rien d'autre qu'une présence intense, reculée en elle-même. La ressemblance rassemble dans la force. Nous touchons au même. Il y a cette puissance qui affirme « je suis bien ce que je suis, je le suis très au-delà ou très en deçà de ce que je suis pour vous, pour vos visées ». Nous touchons à l'intensité de ce retrait ou de cet excès. Donc, on ne peut aller à la rencontre de l'être image qu'en intégrant sa distinction, qu'en intégrant son écart. Sinon, on ne peut pas le reconnaître. Sinon, quel serait l'intérêt de faire une image si la chose suffisait? Donc l'image manifeste cet écart, cet éloignement, et l'image a besoin de ce trait distinctif pour pouvoir nous permettre de toucher, d'être touché par sa force, par son intensité, son intimité, le fait qu'elle nous permette de saisir, de comprendre cette part particulière du monde, de ce qui est là, en étant donc totalement différent de l'homogénéité des choses, comme dit Nancy. Donc, la mimésis, la notion de représentation, d'imitation, de ressemblance, par la profondeur, par la perspective, par le cadrage, le fond, la surface, etc. La mimésis contient, enferme, ce que Nancy appelle une métexis, c'est-à-dire une participation, une contagion par laquelle l'image nous saisit. Donc, l'image est distincte, elle s'écarte, et c'est dans cet écart qu'il y a une relation qui se construit entre le monde, l'être là, et l'être image. C'est ça la métexis, c'est cette participation, cette possibilité d'établir une relation entre le monde des choses et le monde de l'image. Donc Nancy déploie dans cette lecture une possibilité quand même fondamentale de bousculer la notion même de mimésis qui a été élaborée par les philosophes donc grecs, en disant, donc elle est ébranlée, on ne doit pas la percevoir comme telle, elle s'ouvre à autre chose, ce qui est le plus important n'est donc pas que l'image reproduit ou qu'elle représente, mais qu'il y a une dissemblance dans la représentation, donc à ce moment-là, il y a une participation, il y a une tension qui s'opère, qui fait qu'il y a un rapport qui se construit entre les choses qui sont là et l'image qui est un autre être là. Donc c'est voilà, une notion peut-être un peu particulière qui intéresse très fort Nancy. Nancy dit que la chose de l'art vient se placer à la surface, elle pénètre en lui, en même temps qu'elle va le conduire vers cette chose. Donc,
dans la scène de la peinture, dans l'image, il y a quelque chose qui s'entrouvre, qui vient me toucher, mais qui peut disparaître directement. Donc c'est toute la question de quelque chose qui vient se dévoiler. Il y a une ouverture qui se fait, ça donne forme, mais en même temps, cet élément peut se refermer. Comme on a une part de visibilité, on a une part d'invisibilité. Et il prend un tableau, je dois reconnaître que je ne connaissais pas du tout, de Cézanne, de Paul Cézanne, qui est intitulé L'après-midi à Naples, avec servante noire. Travail situé vers 1876, qui concerne la présence humaine. Donc, vous avez 3 personnes qui sont placées dans une même direction. Les corps vont vers la droite. Et il y a un personnage plutôt dynamique qui apporte sur un plateau de quoi se rafraîchir, qui soulève un grand drapé, qui pénètre dans une scène d'intimité. Vous voyez que devant le couple placé sur une sorte de lit se trouve un miroir à nouveau qui montre donc une partie de ce rideau soulevé et avec très peu de profondeur, un espace qui ne propose pratiquement pas de mise en perspective. On accède donc au mur qui se place donc ou qui détermine en même temps le lieu dans lequel se trouvent les 3 personnes. Vous avez donc une fenêtre, on la devine, qui semble donner vers l'extérieur, et un même dispositif quadrangulaire qui est une sorte de niche avec des objets, comme si cette niche elle-même était déplacée sur la droite et venait constituer le miroir. Et voilà comment Jean-Luc Nancy procède à la lecture de ce tableau. C'est paru dans Nous sommes, un texte de 2002, consacré aussi à l'approche donc de l'image en peinture. Et voilà comment Nancy approche le contenu de la peinture de Cézanne. Ce qui est montré, dit-il, c'est le grand éclair, le foudre blanc du corps de la femme étendu contre le corps brun de l'homme. Un bras passé autour de lui, un corps posé sur un autre, mais comme légèrement soulevé au-dessus de lui, comme se posant plutôt que posé. L'ensemble dans un équilibre fragile, allongé mais aussi suspendu, capable de glisser ou d'une sorte de bond auquel semble prête la jambe gauche de la femme, dont le genou vient toucher, tout au moins selon l'absence de profondeur du tableau, le bras noir de la servante, dont les jambes paraissent aussi toucher les pieds de la femme. Tout ici se touche et se transmet le contact ou la contagion d'un désir, de sa levée ou de son apaisement, de son effleurement et de son embrasement, qui toutefois n'est pas enlacement, mais effleurement, à peine pression, mais impression de peau contre peau, à fleur de peau. Ça vaudrait la peine de lire et de relire une deuxième fois, une troisième fois ce texte dans la qualité des mots choisis par Jean-Luc Nancy, la manière dont il construit la succession de ces mots, les indications, je dirais des rythmes qu'il impose dans le descriptif, parce que ça pourrait fonctionner, on pourrait se poser la question, cette écriture, que dit-elle? Simplement, elle décrit dans un premier temps, comme si le regard se glissait sur la surface, cheminait, en suivant. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'il relève
par cette image, grâce à cette image, concerne différentes sensations du toucher. Le regard se pose sur l'image dans cette distinction, dans ce décalage, et tout d'emblée va être une mise en œuvre à partir du sens de la vue, d'une approche effleurante, un peu comme le peintre qui pourrait déposer avec son pinceau les touches de matière picturale, de manière doucement à effleurer, à toucher les propres corps qui constituent son travail. Ce qui est assez incroyable dans sa manière d'écrire, nous dit Ginette Michaud à nouveau, dans cette syntaxe qui est incroyablement rythmée, avec des moments de pause et le choix particulier de certains verbes qui traduisent la gestuelle, étendre, poser, soulever, allonger, suspendre, glisser. La phrase, en fait, elle procède en une suite d'actions, comme notre regard, qui est conduit, qui touche au fur et à mesure. Et les éléments glissent les uns sur les autres. C'est une sorte de longue caresse que constitue en même temps la description écrite de Jean-Luc Nancy par rapport à ce tableau. Tous ces éléments, en même temps, relient. Cette façon de cheminer que propose Nancy établit un lien, une contiguïté, mais en même temps montre que les choses sont séparées. Il y a donc une tension, il y a donc une retenue qui s'exprime à travers la position des éléments. Donc ce tableau serait la transposition de la métexis, serait la transposition justement d'un lien, d'une participation, d'un contact qui s'établit, qui est en même temps la contagion d'un désir. L'image se fait désirante, l'image parle d'une relation désirée à travers le regard qui vient toucher l'image, comme les corps se touchent. Donc, Jean-Luc Nancy cherche à dire dans son écriture des sensations de toucher, comme le peintre aurait pu les transposer avec sa matière. Donc, cette écriture est de l'ordre d'un frémissement. Cette écriture se transpose comme un passage, un fragment d'un corps à l'autre, restant distinct, restant détaché. Il y a quelque chose qui est comme. Le comme intervient souvent. Il y a un soulèvement, il y a un effleurement, ça se tient en deçà. Les corps sont comme pressés à peine. Tout s'imprime à la surface. C'est comme si on était justement, c'était affleurant, on était à fleur de peau. Donc, cette conception même de cette approche de l'image tout en retenue, Nancy doit trouver comment, par les mots, traduire cette dimension. Donc, faire éprouver par son écriture ce qui concerne l'essence. Et l'essence, le sens privilégié ici, passant par la vue, c'est celui du toucher, mais un toucher justement retenu. Même si la surface de l'image peut nous montrer un rapport d'un corps, un deuxième corps, un troisième corps, un glissement, quelque chose de très sinueux, très souple dans le développement de Cézanne. Et les phrases déployées par Nancy pour exprimer ce qui fait image dans ce tableau est aussi de l'ordre d'une sinuosité. La phrase est étendue, elle est longue, elle est alanguie, c'est un équilibre fragile. Donc c'est assez impressionnant la qualité que Derrida et Hélène Cixous vont mettre en œuvre également dans leur écriture. C'est comment lire un tableau, mais comment dire la lecture d'un tableau quand on rencontre justement cet écart que constitue l'image. Donc cette image touche Nancy. Nancy vient par le regard pénétrer l'intimité, pénétrer la passion, pénétrer la force que constitue cette image, qui est en fait en même temps l'expression de ce qui est tenu à distance, de ce qui ne va pas directement être palpable pour nous, et qui appartient à cette intimité que l'on peut tenter
de rencontrer et qui peut venir à un moment donné nous toucher. Donc ce qui est intéressant, c'est de suivre le regard du spectateur, c'est de comprendre à un moment donné l'approche qui se fait, où l'image, donc la profondeur, l'intimité, advient à la surface, est touchée par le regard et pénètre à l'intérieur donc du spectateur. Et la particularité, c'est de trouver la justesse des mots qui va caractériser cette sensation du toucher à distance, par la retenue, par l'éloignement, et qui nous amène justement à cet élément qui ne peut pas totalement s'exprimer, pas totalement se dire, qui doit être, comme le fait le peintre, un espace qui est aussi retenu, où il y a toute une dimension d'invisibilité qui est pressentie, qui est présent, et qui donne la force et l'intensité à l'image que forme le tableau. Je vais m'arrêter là. Voir si on a des petites choses à partager. J'ai coupé l'enregistrement.